commence. Donc, d'abord, je vais vous expliquer simplement ce qu'on a fait ici, parce que tout le musée, on l'a pas refait. C'est juste une partie de rez-de-chaussée qui donc comporte l'entrée, la bibliothèque centrale, et l'aile avec la collection permanente, qui est une pièce carrée, la pièce ronde. On l'a refait, mais juste l'entrée, et la pièce en rectangle d'or qui est dédiée aux expos thématiques. Donc toute cette partie-là, l'entrée, bibliothèque, et collection permanente, etc., est gratuite. Et l'autre côté, après la caisse ici, donc ça va être payant, mais qui comporte l'archive qu'on a refait, le lieu d'exposition d'archives, ce qui n'était pas facile parce qu'on doit exposer les documents finalement comme si c'était des œuvres d'art. Alors à la fin, il y a la grande pièce pour l'expo thématique qui est triangulaire. Donc ceci, ça c'est archives, bibliothèque centrale. Donc il y a un tunnel ici. Donc nous avons fait que cette partie-là exactement. Vu le budget, vu le temps limité. Donc nous avons eu que 2 mois pour les travaux, ça on le savait dès le départ, et avec un certain budget limité. Voilà. Donc on a passé, comme on vous a expliqué, 1 an et demi, 2 ans à réfléchir, et juste 2 mois pour exécuter, qui était donc un challenge assez difficile. Mais bon, on y est maintenant. Voilà, donc quant à la réflexion sur de l'ensemble, il y avait beaucoup de questions qui venaient de Barthes. Barthes voulait améliorer le musée. Et il était très ouvert. C'est un visionnaire, mais il laisse la liberté aux créateurs, ce qui est une qualité formidable, je pense. Donc, il a contacté Axel, qui a une autorité internationale, qui arrive à combiner. C'est une des rares personnes qui arrive autant toucher à l'art ou à l'intérieur ou à tout autre domaine. Il fait des fêtes, il dessine même des assiettes. Donc c'est un homme presque renaissant, de multitalent. Donc Barthes a contacté Axel pour juste demander conseil. Au fond, nous avons un musée à Anvers qui marche, mais on voudrait quand même faire un peu mieux. Voilà, que peut-on faire? Alors Axel a tout de suite contacté moi, puisque nous collaborons sur une vingtaine de projets maintenant, pour le moment, à monde entier. Et il pensait que cette réflexion était intéressante, que moi, qui vient du Japon, qui a un tout autre point de vue, apporte quelque chose pour que justement le musée d'art moderne d'Anvers, qui est un musée très important pour la Belgique et il pense pour l'Europe, puisse comment dirais-je, redéfinir son identité. Parce que tout ce qu'on avait trouvé auparavant, c'était tout ce qui est neutre. Or, nous ne pensons pas que neutralité soit possible. C'est pas parce qu'on peint un mur en blanc que c'est neutre. Ça devient un peu supermarché. Mais hors supermarché, même a des qualités, des différentes qualités de supermarché. Donc, nous avons commencé à réfléchir beaucoup sur ce que c'est un musée, ce que c'est une collection permanente, qu'est-ce qui est temporaire, qu'est-ce qui doit rester, qu'est-ce qui doit changer. Alors, en dehors de ça, donc ça s'est vite agrandi la question. Mais qu'est-ce que c'est au fond la force de l'Europe, de la Belgique, par rapport à l'Asie, par exemple, ils ont énormément de pouvoir, par exemple, et ils construisent par exemple une centaine de musées, par exemple la Chine, chaque année. Qu'est-ce que l'Europe peut offrir de plus par rapport à ses nouveaux concurrents dans le domaine de l'art? Alors, d'entrée de jeu, je sentais que ce qui manquait en Asie, c'était justement la réflexion, c'était le temps. C'est-à-dire cette accumulation de savoir-faire, de débats, de dissonance, de l'accord. Toutes ces choses-là enrichissent l'Europe et montrent physiquement
la souffrance et l'échec et la réussite d'une recherche, on va dire, soit au niveau urbanisme ou l'art ou tout autre. Et c'est ça qui rend l'Europe intéressant. C'est que c'est pas clair au fond et c'est loin d'être évident. Et c'est ça que représente par exemple cette bibliothèque, l'aménagement de chaque espace. Donc Axel est persuadé que la proportion remédie d'une certaine manière le déséquilibre. Et ça, je suis assez d'accord, puisque cette connaissance ancienne, on peut la retrouver en Asie également, sous d'autres formes. Ça peut s'appeler feng shui, etc. Bon, donc quant à le labyrinthe de Wabi, ce qu'on appelle le labyrinthe pour la collection permanente, on avait cet espace carré qui était déjà presque là. Bon, on l'a remis en évidence comme si c'était là depuis toujours. Et je l'ai cloisonné de telle sorte que chaque visiteur puisse rencontrer chaque pièce d'art tête à tête. Dans des grands espaces, nous nous retrouvons avec beaucoup d'informations, beaucoup d'œuvres d'art, avec beaucoup de visiteurs. Ça brouille un peu la rencontre. Tandis que dans ce labyrinthe, il n'y a pas moyen d'être 20, on est maximum 5 devant chaque pièce. Alors on est obligé de s'arrêter, d'attendre pour faire cette face-à-face à l'œuvre d'art. Et c'est ça qu'on a essayé de créer en rétrécissant ici les espaces avec les murs, de telle façon que chaque portion de l'espace puisse être correspondre à une certaine proportion mathématique. De plus, comme Axel a évoqué sur le concept de Ma, donc il y a un savoir-faire ancien qui vient de Chine, au Japon, qui est de comment cadrer le vide. Et ce vide, il y a différentes sortes, et c'est profondément lié au bouddhisme, au zen, etc. Puisque dans le savoir-faire ancien oriental, comme je vous disais tout à l'heure, le plein et le vide, c'est deux phénomènes d'une chose. C'est comme la lune claire, la lune obscure, la lune ou pile et face, homme-femme, enfin toutes ces dichotomies sont juste manifestation de deux aspects d'une chose, d'un phénomène. Donc le vide s'accompagne de plein. Si le plein n'y est pas, le vide on ne s'aperçoit pas non plus, puisque c'est la même chose. Comment créer cet équilibre entre plein et le vide? D'un côté, donc nous avons utilisé les proportions mathématiques anciennes de temps presque égyptien, même avant. Et de l'autre côté, j'ai créé les niches, espèce de tokonoma, parce que c'est pas tout à fait le tokonoma traditionnel. Tokonoma, c'est une sorte d'alcôve sacrée que se trouve dans chaque maison traditionnelle japonaise. Et pour moi, c'est un lieu, c'est comme presque un hôtel, mais qui n'est pas dédié de manière religieuse, mais plutôt comme une sorte de rituel populaire. On n'en sait pas plus sur l'origine de Tokonoma, mais c'est un lieu, moi j'appellerais ça une fenêtre vers l'intérieur. Quand vous avez une maison, vous avez des fenêtres pour vue extérieure, mais Tokonoma permet de voir l'intérieur de chaque personne. C'est comme si on faisait une fenêtre vers l'intérieur de la maison, on va dire. Donc moi je trouve ça intéressant, cette hiérarchie, et que c'est typiquement japonais aussi qui aime bien cette situation entre les deux choses. Il y a l'habitat, il y a dehors, extérieur, et il y a Tokonoma intérieur. Donc, il y a un domaine d'ailleurs, ce mot vient de domus, donc dominer, hein, c'est là où le pouvoir de père puisse s'exercer. Donc, c'est un lieu de contrôle.
En dehors de ce domaine de contrôle extérieur, pour les Japonais, c'est incontrôlable. Intérieur, c'est incontrôlable. Donc, ils ont mis en situation de coincé entre deux domaines incontrôlables qui appartiennent au Dieu. Et donc, c'est respect. Le Dieu n'est pas singulier au Japon, ça peut être pied, ça peut être lait, ça peut être n'importe quoi, mais tout ce dont on ne sait pas contrôler. Que je trouve très intéressant parce que dans l'Occident, par exemple, à nos jours, on appelle ça écologie, toute espèce de respect envers la nature, mais qui traite la nature comme si c'était contrôlable. Or, dans la tradition japonaise, la nature est d'office incontrôlable, mais respect. C'est très différent comme approche, mais j'aime beaucoup cette presque frayeur. Du coup, c'est assez animiste presque. C'est comme les gens qui vivent dans la forêt. Nous ne pouvons pas contrôler la nature, donc nous devons agir avec prudence, avec respect. Et ça, on retrouvait dans l'architecture traditionnelle dans chaque maison, que je réinterprète à nos jours dans toutes nos interventions architecturales d'une certaine manière, pour rappeler combien nous sommes des êtres passagers et combien nous ne savons pas encore, parce que ça représente la partie non explorée de l'homme au niveau de connaissance. Et pour moi, le lieu de la collection permanente était dédié à ça. Il est permanent, mais ce savoir-faire inatteignable restera pour toujours incompréhensible, c'est au-delà de nous. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'art.